Bonjour, donc bonjour à tous. Donc Nathanaël Sonnec-Museux. Je travaille à la DGA, Direction Générale de l'Armement. La revoilà. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je suis plutôt contente parce que c'est assez rare finalement. Donc DGA Technique Aérospatiale maintenant, puisque c'est maintenant comme ça qu'on s'appelle, mais on travaillait pour le spatial, je vous expliquerai après, depuis quand même un certain temps. Et plus particulièrement à la division matériaux et technologies. Alors cette présentation, c'est plutôt pas mal puisqu'elle va faire le trait d'union entre votre introduction historique, la DGA et les BITD, puisqu'on travaille aussi avec notre entreprise. Et vous allez voir aussi à quoi sert une petite partie de l'argent du ministère des Armées. Effectivement, à équiper nos forces et préparer l'avenir. Et vous allez voir effectivement ce que ça peut donner en vrai. Alors, je vais vous parler du four solaire après. On oublie tout de suite la question du comment vous faites de l'électricité. On n'en fait pas, hein. C'est pas du tout le but du four solaire. Donc la DGA, vous l'avez vu, hein, je vais passer rapidement. Donc elle a été créée en 61 par le général de Gaulle. Elle fait donc équiper nos forces et préparer l'avenir. C'est vraiment ce qui la caractérise. 10 000 hommes et femmes. Je fais donc partie des 30% de féminins de la DGA et assez fière finalement. C'est un parcours qui pour moi n'a pas été forcément écrit de venir à la DGA. Je vous remets cette petite diapo aussi parce que pour les lycéens et étudiants qui nous écoutent, la DGA c'est vraiment pléthore de métiers. Vraiment, il y a vraiment toutes sortes de métiers, avec diplôme, sans diplôme, un peu moins, un peu plus. Vraiment, il y a vraiment tout métier, toute personne, toute raison sociale qui peut être fait pour les moins jeunes et les moins jeunes en reconversion également. Il y a pas mal de postes qui s'ouvrent chaque année. Donc, moi, je suis à DGA Technique Aérospatiale et plus particulièrement ici, là, tout en bas, en Occitanie aussi, bien évidemment, à DGA Technique Aérospatiale, matériaux et technologies au flux. Nous sommes une toute petite équipe. À l'heure actuelle, nous sommes 6. Quand j'y suis rentrée il y a un peu plus de 15 ans, nous étions 11. Le fait est que nous ne faisons plus du tout de recherche, du coup, mais essentiellement que des essais pour nos armées. Un petit peu d'historique. Sur cette photo, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez juste en premier plan le CNRS, le four solaire du CNRS, le grand four solaire. Et juste derrière, tout petit là-bas au fond, c'est celui de la DGA. Alors il est plus petit, certes, un peu moins puissant, mais il fait beaucoup plus de choses. Et ça, c'est ce qui en fait un moyen unique en Europe, voire au monde, pour certaines particularités. Juste quelques mots sur la petite histoire des fours à concentration. Alors en fait, ce four solaire, que je vous explique, que vous allez voir un peu plus en détail après, c'est vraiment, il faut imaginer une grosse loupe. Et donc, il va permettre de concentrer le soleil. Et concentrer le rayonnement solaire, on le fait depuis déjà très très longtemps. Et il y a deux façons de concentrer le soleil. C'est soit un système à miroir, soit un système à lentille. Le four solaire, il fait un peu des deux. Il y a un miroir et il y a un système qui fait comme une lentille. Tout ça vient de l'école d'Alexandrie. En fait, on s'est beaucoup inspiré d'Archimède sur ces systèmes, et notamment donc, en 215 avant Jésus-Christ, et la défense de Syracuse contre les Romains. Donc ça, c'est une petite illustration de finalement qu'on pouvait utiliser le soleil en temps de guerre. Alors clairement, il est peu probable que ça ait existé, ou au moins peu probable que ça réussisse, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut que le bateau il passe au bon moment, qu'il soit dans le bon alignement avec le soleil, qu'il n'y ait pas de nuages, et voilà. Et ça devient très très vite compliqué. On pourrait brûler la voile peut-être, mais a priori pas le bateau. Mais ça vous donne une idée qu'on y a au moins essayé d'y penser déjà il y a très 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 longtemps. Ensuite, il est venu donc au XVIIe siècle les miroirs ardents. François Villette, donc un Français qui avait fait pas mal de choses aussi avec les soleils. Et aussi, nous avons après le roi soleil qui aimait beaucoup utiliser et montrer qu'il pouvait utiliser le soleil et qu'il pouvait le concentrer. Les Allemands. Les Allemands, heureusement qu'ils sont là pour nous. Ils sont très très forts en lentilles, très très forts en miroir. Et c'est eux en fait qui nous permettent aussi d'avoir un four solaire assez conséquent et assez intéressant, puisque nos miroirs vont venir de chez eux aussi. Mais c'est effectivement eux qui ont des miroirs, qui créent en fait tous ces miroirs
et ces systèmes à concentration. Vous avez ici différents fours solaires ou types de fours solaires. Celui du XXe siècle en bas au Portugal, France. Alors celui-là, vous l'avez aussi. Il est revenu, il a été refait, il est serré dans les PO. Et c'est un four solaire qui a plutôt une application pour le coup de vrai four et qui fait aussi de la cuisine. Il est intéressant à voir, hein, c'est vraiment pas mal à faire. Bon, vous ne pouvez pas rentrer ça dans votre cuisine, mais ça vous donne une idée de comment utiliser le soleil autrement. Et ça, c'est des fours solaires qu'on remet au goût du jour. C'est l'ancien chef en fait de mon département qui a refait ce four solaire. Je crois qu'une fois qu'on est tombé dedans, on a du mal à en sortir. Ensuite, est venue aussi la guerre, les guerres, mais la Deuxième Guerre mondiale a fait que vous avez ici des projecteurs surtout des projecteurs de DCA. Les projecteurs de DCA, donc les gros projecteurs qu'on mettait au sol pour illuminer les avions, ces projecteurs ont été ensuite utilisés. On en a tous un, des fours solaires en fait, sur le plateau Cerdan. On en a quelques-uns. C'est des systèmes, finalement, une fois qu'on retire l'ampoule, et ben, ça devient un four solaire. Et ces fours solaires, il était au Mont Lachat, au pied du Mont Blanc, il a été utilisé pour faire des tests. Et il a été ramené chez nous ensuite, puisqu'il n'y avait pas assez de soleil. Mais c'est des fours solaires de première génération. Et c'est des fours solaires qui permettent de concentrer quand même jusqu'à 4000 fois le soleil. Donc 4000 fois les rayons du soleil, du rayon du soleil qui arrivent au sol. Et c'est juste un miroir, en fait. C'est ce que j'appelle du home staging militaire pour moi, puisque nous, à la DGA, on a une prise allemande, mais les collègues du CNRS, c'est un projecteur français. Mais ça a permis de faire quand même de la concentration. Bon, il faut un petit peu y ajouter quelques petits trucs, mais de base, ça ne coûte pas grand-chose. Vous avez, alors, on va venir vraiment dans le vif du sujet, le four solaire. Le premier four solaire réel qui a été fait dans le domaine militaire était dans les années 50, alors c'était en 53. C'est un four solaire qui est situé à Montlouis, initialement dans la citadelle. Il était dans la citadelle, maintenant il est à l'extérieur pour si jamais vous allez en montagne. Ce four solaire était là aussi, donc au tout départ, pour faire de la recherche effectivement militaire. Il a été créé pour ça. Il est sorti maintenant, il sert vraiment juste en démonstrateur, mais il existe toujours. Donc ça, c'est au Mont Lachat, comme je vous expliquais, dans les années 60. Hein. Vous avez en bas à gauche, le four solaire, enfin le four solaire, oui, le four solaire de première génération qui a été fait avec un projecteur de DCA. Et donc, il était au Mont Lachat et comme on peut le voir sur la petite photo, il ne faisait pas assez beau au Mont Lachat. Vous voyez, c'est un peu plus rouge à Odeillo que dans les Alpes. Est venu ensuite, de nos jours d'ailleurs, puisqu'il existe toujours, le grand four solaire. Alors, le grand four solaire, c'est celui du CNRS, qui a été construit entre 68 et 70, une inauguration en 70. C'est un four solaire qui permet une concentration solaire de 10 000 fois. Donc 10 000 soleils. Ça fait, c'est un four solaire de 45 kW, donc c'est assez énorme. Ils ont d'autres systèmes aussi qui vont permettre d'utiliser, mais c'est un four solaire immense qui est maintenant presque surdimensionné par rapport à ce qu'on veut en faire, mais qui est très intéressant. Et puis technologiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Là, juste un petit passage sur d'autres types de fours solaires. Vous en trouverez en Espagne, mais c'est vraiment d'autres technologies. La technologie française, il n'y en a pas beaucoup. Le four solaire du CNRS, il en existe un également dans le monde, un deuxième identique, mais très peu utilisé. Et le four solaire militaire maintenant. Donc le four solaire militaire, il se situe juste derrière le grand four solaire, comme je vous ai montré, à 1500 mètres d'altitude. Et lui, il a été construit en même temps que l'autre, en fait, mais des années, un an un peu plus, 69 à 71, une inauguration en 71. Ce four solaire, je vais vous expliquer comment il fonctionne, mais il a comme particularité, et c'est pour ça qu'il a été conçu initialement, pour simuler l'effet thermique d'une bombe nucléaire. On expliquera, on ira un petit peu plus dans le vif du sujet ensuite. Ce qui fait qu'il a une vélocité, il a une rapidité d'action qui peut simuler en fait une bombe nucléaire. Donc on peut réaliser des essais qui durent même pas une seconde en fait, qui sont très très rapides. On va faire un flash thermique. Donc juste avec le soleil, c'est
C'est difficile à imaginer, mais vous faites un petit film après pour que vous compreniez. De base, comment ça fonctionne un four solaire de ce type? C'est un four solaire à double réflexion. Et pour réaliser cette double réflexion, vous avez d'abord un héliostat. C'est un grand miroir qui va suivre le soleil tout au long de la journée et qui va amener les rayons du soleil à travers un atténuateur qui va permettre, comme son nom l'indique, d'atténuer le flux, jusqu'à un concentrateur qui lui aussi va concentrer le flux. C'est une grosse loupe, ça va faire un cône de lumière, un cône de rayonnement solaire concentré, donc au centre, dans la chambre d'expérience. C'est là où on va mettre notre équipement à tester en fait. L'héliostat, c'est un miroir plan, comme vous allez voir. Il fonctionne aussi quand il neige. À partir du moment qu'il y a du soleil, on est bon. C'est un miroir qui, à l'heure actuelle, est encore le plus grand au monde. Il fait plus de 260 mètres carrés et il est le plus grand au monde dans cette configuration. Il est monté sur une tour de char, il pèse à peu près 30 tonnes. Il est assez facile d'entretien, même si on doit quand même le rénover. Mais sur le coup, il est d'origine en fait. Donc, donc le four solaire a 53 ans. Il est toujours. C'était vraiment une super technologie. Ils avaient vraiment très très bien réfléchi. Vous avez ensuite donc le concentrateur. Lui, c'est 384 miroirs qui ne sont pas des miroirs ordinaires. L'héliostat, c'est des miroirs, ce qu'on appelle de salle de bain, c'est classique. Lui, c'est des miroirs donc, qui sont faits pour une grande partie en Allemagne dans leur conception. C'est des miroirs sphériques. Ils ont un rayon de courbure de 21,50 mètres. Ils sont vraiment... on a l'impression qu'ils sont plans comme ça, mais en fait, le rayon de courbure étant énorme, ça ne se voit pas. Mais ils ont un rayon de courbure de 21,50 mètres monté sur une structure qui a un rayon de courbure 2 fois moins importante, ce qui va lui donner une focale de 10,75 mètres. Donc, au point focal, un petit peu d'optique, on va y mettre notre échantillon. Ces miroirs, c'est de l'aluminium poli, parce que le but, c'est de réfléchir le maximum qu'ils reçoivent. En sachant qu'on ne va pas tout pouvoir récupérer, mais ça, c'est un phénomène optique. Donc, on va essayer de récupérer au moins 85% de ce qu'on reçoit. Ce four solaire, donc, va pouvoir concentrer les rayons du soleil 7000 fois. Ça va vous donner une température, on n'aime pas trop parler en température, mais c'est plus parlant, je comprends, entre 3000 et 3600 degrés à l'heure actuelle, puisqu'on arrive encore à augmenter ses capacités, sur une tâche au foyer qu'on va trouver homogène à peu près sur 50 mm. Je suis désolée, c'est un petit peu technique, mais au moins ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Et donc, tout ça juste avec le soleil. Pour être à peu près imagé, quand vous êtes... Alors je sais, il fait toujours trop beau ici. Je ne sais pas si vous avez des cheminées avec un insert, mais admettons que vous allez à la montagne et qu'il fait frais. Vous allumez votre cheminée, vous êtes devant l'insert, il fait quand même assez chaud. Et là, vous allez recevoir à peu près 13 watts par centimètre carré. Donc bien devant, quand c'est à peine supportable. Lui, avec ce four solaire, on va pouvoir monter à 680 watts par centimètre carré dans sa fonction initiale. Voilà, si ça peut vous donner. Parce qu'après, il y a d'autres versions. Vous êtes devant une nappe de kérosène en flamme, mais ça va encore moins souvent, j'imagine. Mais ça vous donne à peu près cette idée. Donc, on multiplie par 7000 les rayons du soleil. On peut ensuite concentrer ces 7000 encore 2 fois et donc arriver à 14 soleils. Et là, arriver pas loin des 1600 watts par centimètre carré. Ça, c'est des expériences qu'on fait quelques fois, mais assez rarement, puisque très peu de matériaux vont pouvoir résister à 14 000 soleils, en fait, à l'heure actuelle. Même si on fait des matériaux de plus en plus performants. Les matériaux composites, ça va quand même être le top dans l'industrie. L'atténuateur, donc, atténue le flux. C'est des volets verticaux qui vont bouger. Donc, eux vont bouger très, très rapidement. Et ils vont pouvoir bouger plus ou moins en fonction de ce qu'on a besoin, en fait, d'utiliser en rayonnement solaire. Et vous avez la même chose avec des paupières, en fait, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction du flux. Donc, en fait, on peut utiliser 7 watts par centimètre carré, même si on n'aime pas, parce que ça, pour le coup, on met une lampe au soleil, on est presque une loupe au soleil, on est presque à ça. Donc, 7 watts par centimètre carré jusqu'à 680 watts par centimètre carré, entièrement modulable. Donc, on peut lui rentrer un profil de flux et il va pouvoir respecter ce profil. Tout ça est géré par des hommes et des micro-ordinateurs, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est de là que je vais vous parler de comment on va utiliser cette petite enveloppe du MinArm que nous avons à la DGA.
Donc les activités du four solaire, déjà, juste, effectivement, je vous redis, c'est un système unique en Europe qui est assez robuste. On fait plein d'essais divers et variés, vous verrez après. C'est une énergie verte et voilà, qui est assez facile d'utilisation. Bien évidemment, les points forts, faibles, bah, ça reste la météo, puisqu'on est complètement dépendant de la météo, vous comprendrez bien. Mais on est situé là-haut aussi parce que c'est une région très ensoleillée et on a un ciel très pur, peu humide, donc très sec, ce qui fait qu'on a vraiment des rayons qui sont purs et qui arrivent au sol de façon directe et sans être embêtés par la pollution et l'humidité. On fait à peu près 600 heures d'essai au four solaire par an. Alors c'est pareil, hein, tout va dépendre du soleil. Ça, c'est inhérent à notre métier. Ah oui, je suis héliotechnicienne en fait. C'est un métier très peu connu qui n'existe pas en fait. Si, qui existe chez nous, mais on a très peu d'héliotechniciens au monde. La dynamique, c'est facile, hein, puisque si on fait des essais qui durent qu'une seconde et qui a un grand soleil, on va pouvoir en faire toute la journée. Donc 40, 50, 60, on dépend de ce qu'on veut faire. Et si c'est des essais qui sont beaucoup plus longs, parce qu'on peut avoir des essais 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure même, effectivement, on va en faire moins. Et puis tout va dépendre du type d'essai qu'on a besoin de faire. Je vous avais mis, je ne sais pas si ça va marcher, voyons, un petit clip. Alors attention, ça va aller vite, je vous le remettrai s'il faut. S'il faut. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Voilà. Vous avez l'héliostat qui tourne, ça marche. Voilà. Les portes qui s'ouvrent, les volets hop, qui bougent. Et là, vous avez des types d'essais. Donc, sur des masques, sur des peintures intumescentes, des peintures qui gonflent sous l'effet de la chaleur, sur différents. Il y a un peu de tout. Je vais vous le remettre si ça va un peu trop vite. Et parallèlement à ça, on a aussi tous des systèmes laser, donc des lasers de classe 4 qui permettent d'associer différents systèmes, puisque finalement on arrive à, je vous le remets comme ça le temps que je parle, si ça fonctionne. Voilà, qui permettent d'avoir, puisque le four solaire finalement c'est un laser beaucoup plus gros et moins puissant, puisque les lasers, on va arriver à des choses beaucoup plus importantes en termes de puissance, mais c'est au moins une première approche des essais qu'on pourrait réaliser avec des lasers. Et donc, vous voyez ce que ça peut faire juste avec le soleil. Donc, les lasers, ils nous servent surtout à faire des plasmas, des mesures de vitesse, donc de la lumière et plus, si on y arrive. Et on fait aussi des essais pour le spatial avec les lasers. Ce n'est pas forcément le propos, mais je vous en donne voilà, quelques petits fondements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vulnérabilité des effets thermiques, donc de la chaleur sur les différents matériaux. On va tester des protections, des effets thermiques. On va faire des mesures de propriétés des matériaux, des propriétés thermo-optiques. On va tester tout ça pour notamment les effets thermiques, des échauffements liés au fonctionnement. Des essais plus de métrologie, en fait, les hautes températures, les déterminations de grandeur. En fait, c'est vraiment c'est assez varié, mais c'est vraiment forcément toujours testé sur la thermique et la réaction des différents matériaux. Et ensuite, on va pouvoir aussi modéliser tous ces éléments de façon numérique. Mais ça, c'est aussi une autre application. Mais comme on n'est pas beaucoup de gens, il faut quand même qu'on réduise notre champ d'activité. Les moyens complémentaires, alors c'était pour vous dire parce que le four solaire en soi, c'est un moyen d'essai. Mais à l'intérieur de ce four solaire, on va pouvoir mettre d'autres moyens d'essai. C'est-à-dire que l'échantillon, si on veut qu'il simule un corps de bombe, par exemple, qui est en mouvement, on va mettre ce corps de bombe, on va pouvoir le faire vibrer, on va pouvoir le faire tourner et on va pouvoir tirer avec le soleil, ce qu'on appelle ça comme ça, tirer dessus, donc avec le rayonnement du soleil. Donc on va vraiment avoir quelque chose de réel. On a aussi tous des systèmes qui permettent de mettre sous vide et donc faire des simulations de rentrée atmosphérique. Donc là, on va être côté spatial, ce qu'on fait depuis quand même de nombreuses années. Donc il y a tout un système d'équipement. On va pouvoir mettre l'échantillon en traction, en compression, mais vraiment pour essayer d'être le plus près possible de la réalité. Même si l'échantillon est beaucoup plus petit, mais ça donne une idée de ce qui peut être réel. Et on va faire pareil avec les bancs laser aussi, où on va avoir d'autres systèmes qu'on va pouvoir adapter et pouvoir mettre l'échantillon dans les conditions que l'on veut. Les lasers, c'est beaucoup plus... je veux dire, c'est un peu moins... On comprend moins ce qu'on va faire avec, mais ça, c'est par rapport au programme, en fait. C'est un peu plus secret, les lasers. C'est un peu moins concret.
Des exemples, alors, ben, comme je vous l'ai dit, hein, sur différents types, des tissus, des peintures, des corps de bombe, des protections de satellites. Un collègue juste avant en parlait. Vous avez en bas, là, à côté de l'image en couleur numérique, vous avez une protection de satellite bah, qui n'a pas vraiment résisté. Hein, mais bon, c'était... on ne voulait pas forcément voir si elle résistait, on voulait voir ce que ça allait faire. Donc on l'a vu. Vous avez corps de bombe, vous avez des systèmes à l'intérieur des aéronefs. Voilà, tout ce qui est tout. En fait, on peut vraiment, c'est très varié. On peut passer plein de choses. Comment? On peut mettre sa main? Non. On peut pas mettre sa main. Enfin, ou non. Non, ça serait cautérisé direct. Je suis même pas sûre qu'on aurait mal sur le coup, mais bon, c'est non, non. Alors, pour la petite histoire, le peu de gens qui connaissent le four solaire à Odeyo, enfin le four solaire militaire, le connaissent parce qu'il y a des essais sur des cochons. Effectivement, on testait dans les années 80 les tenues du combattant, qu'on teste toujours, mais plus avec les cochons. Et on testait les tenues du combattant bah, sur des cochons parce que ça simulait la peau du cochon est génétiquement très proche de la peau humaine. Et donc, ben, on pouvait avoir comment était brûlé le fantassin s'il se recevait une bombe nucléaire notamment. À travers sa tenue, si elle était résistante ou elle n'était pas résistante, puisque les tenues du fantassin doivent résister à une certaine bombe nucléaire, à une certaine distance d'une certaine bombe. Donc voilà. Donc on a testé sur les cochons, effectivement. Vous pouvez pas nous dire s'ils avaient mal, mais bon, voilà. Mais ça se fait plus. Grâce, n'empêche, tant qu'on y est, bah, du coup, grâce à ces expériences sur l'animal, on a créé, vous voyez en bas là-bas, un petit cylindre. Vous voyez où il y a un cylindre. C'est quelque chose qui a été créé en fait au four solaire chez nous. C'est un brûlorimètre. Et ça permet de simuler le cochon, en fait. Ça va nous donner si le fantassin va être brûlé ou non au second degré. Ce qui fait que finalement, bah, tous ces cochons ne sont pas morts pour rien. Et on n'en a plus besoin puisqu'on a créé un système qui permet de répondre de la même façon que répondrait un cochon ou un homme, du coup. Petit focus donc par rapport plus à quelques essais particuliers. Alors, je vous ai expliqué qu'on faisait l'essai des armes. Je vais pas regarder là. C'est bon. Alors, l'effet des armes, donc deux exemples historiques. Bah, forcément la bombe A américaine, hein, celle qu'on a tous entendu parler. Je vous en parle parce que justement, c'est le propos ensuite par rapport à des essais qu'on mène actuellement sur la résistance de matériaux, donc à différentes armes nucléaires, différents types d'armes nucléaires. C'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet, hein, donc il n'y a y a rien de secret, il faut juste chercher un petit peu. Donc Nagasaki, le 9 août 45, avant. Nagasaki, le 9 août 45, après. Il n'y a plus rien. Hein, Ground Zero, vous l'avez. Et ensuite, à plusieurs centaines, voire kilomètres, plusieurs kilomètres d'ailleurs, vous n'avez plus rien, et alors que c'était une 20 kilotonnes, ce qui n'est pas non plus encore énorme. Le deuxième exemple, un peu plus gros, 50 mégatonnes. Donc elle est un peu plus jeune, enfin un peu plus jeune, oui, le 30 octobre 61, une bombe H soviétique. Alors là, c'est pas très drôle, mais ça sort aussi sur le net. Quand elle a explosé, cette bombe, quand ils l'ont fait exploser, elle a fait une boule de feu de 7 km de diamètre. Je vous laisse imaginer, il y a effectivement une simulation qui a été faite sur Paris et sa couronne, et ça donnerait ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit rond jaune, c'est cette fameuse boule de 7 km, et autour, tout ce qui serait détruit donc à plusieurs dizaines de kilomètres. Ça, effectivement, peut faire peur, mais de toute façon, une fois qu'on en sera là, il y aura plein d'autres choses qui nous feront peur, je pense. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et donc ça, on peut le simuler, en fait. Nous, on va simuler cet effet thermique. C'était bon? Oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, le petit point, vraiment arme, effet thermique des armes nucléaires basse altitude. Donc une arme nucléaire, elle a trois effets distincts. Elle a un effet radioactif, donc nous, on ne l'étudie pas, il y a d'autres gens qui le font. Il y a un effet mécanique, donc l'effet de souffle, qui va assez loin, qui va engendrer effectivement une destruction sur plusieurs kilomètres également. Mais l'effet qui va le plus loin, c'est l'effet thermique, qui est dû au rayonnement généré par la boule de feu. Il y a un quatrième effet aussi,
c'est l'IEMN, c'est l'impulsion électromagnétique nucléaire, qui peut être plus en détonant une arme nucléaire en haute atmosphère. Mais en basse altitude, c'est 3 effets. Cet effet thermique, donc qui n'est pas le premier, enfin, qui est un effet qui vient en même temps, mais qui n'est pas au plus proche de la bombe, qui est celui où il va le plus loin. Donc cet effet thermique-là, c'est ce que va simuler le four solaire. C'est sa mission initiale, c'est la raison première pour laquelle il a été fait. Il faut savoir que ce four solaire avait été fait donc en 71, enfin 69-71, pour des essais typiquement nucléaires et pour une campagne d'essai qui devait durer 5 ans. 50 ans après, si je puis dire, il est toujours là. Et on l'utilise toujours pour du nucléaire, en sachant qu'il y a eu quand même une grosse baisse d'essais nucléaires dans les années 2000, avec une belle reprise en 2010. Et puis maintenant, on n'en parle pas parce que on fait plus beaucoup d'autres essais. En fait, à l'heure actuelle, on fait beaucoup d'essais nucléaires. Ces travaux-là que je vous parle essentiellement, notamment, c'est des travaux pilotés donc, par les unités de management et menés en coopération avec le CEA DAM, qui consistent à étudier le comportement de divers matériaux à ces flashs thermiques, représentatifs d'un effet d'arme. Donc, on va tester différents effets d'armes à différentes distances. Et pour eux, alors les CEA DAM, nous, on va faire les essais. On regarde comment l'échantillon réagit, comment il s'enflamme, quelle température il monte, s'il perd de masse, etc. Et eux, le CEA va rentrer tous ces paramètres dans un modèle mathématique et ils vont pouvoir créer en fait un scénario. Par exemple, je ne sais pas, moi, un corps de bombe, une bombe qui explose à une certaine distance d'un cinéma, ben, comment le cinéma va réagir, comment tous les systèmes à l'intérieur du cinéma. Donc ça, c'est drôle, entre guillemets, puisqu'on va tester des moquettes, des tissus, des rideaux, voilà. Mais ça donne une idée, en fait, de comment ça peut réagir. Et eux, en fait, ils font tous ces modèles. Et donc, ça sert aussi à ça. Et en fait, leur but aussi, c'est de contribuer et garantir les performances des différentes composantes de la dissuasion nucléaire. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez toujours, pour en revenir à cette arme nucléaire basse altitude, ça c'est le profil typique en fait d'une bombe nucléaire. Je vous dirai pas, si c'est la 100 kilotonnes, mais je vous dirai pas à combien de distance, puisque ça reste secret. Donc le champignon, le truc de base que tout le monde a déjà vu au moins dans un film. Et à votre droite, donc la courbe que va réaliser le four solaire. Une bombe, la plus petite des bombes, la 5 kilotonnes, elle va atteindre son maximum, donc son pic là, le plus haut des pics, en 85 millisecondes. Les volets du four solaire vont pouvoir s'ouvrir en 85 millisecondes et réaliser réellement ce flash nucléaire. Ce four solaire a 50 ans, 53 ans, et il faisait déjà ces 85 millisecondes. C'est vraiment quelque chose qui a été très très bien conçu et qui est toujours d'actualité et qui est encore malheureusement peut-être des beaux jours devant lui, mais voilà à quoi il peut servir. Donc à partir du moment qu'on sait faire cette petite bombe de 5 kilotonnes, eh ben, on va pouvoir faire la centaine de mégatonnes puisque l'ouverture va être plus longue. Effectivement, ça va être plus fort en énergie thermique, mais plus longue en temps. Donc c'est assez relatif. C'est facile à faire. Enfin, c'est facile. Il saura le faire. Ben voilà, quelques échantillons qu'on aura testés. Donc, vous avez du linoléum en haut. Alors, sur votre gauche, c'est votre gauche? Oui, c'est votre gauche. Sur votre gauche, vous avez les supports, comment ça fonctionne. En fait, il y a un diaphragme, c'est à l'intérieur qu'on met l'échantillon. Le diaphragme nous sert à pas brûler tout ce qu'il y a autour, en fait. Circonscrire le flux si jamais on a Déjà parce que on peut avoir des miroirs qui sont un peu déréglés et au cas où, il faut éviter de brûler tout ce qu'il y a autour. Donc ça permet de circonscrire vraiment l'échantillon. Et donc vous avez différents types d'échantillons, du polyoxyméthylène. Donc ça, voilà, et vous avez des tissus d'ableulement, des inflammations d'hydrocarbures, c'est aussi dans les tests et dans les modèles, et des échantillons de linoléum par exemple. Je crois que je vous ai mis, voilà, 2 petits films très rapides en, en caméra rapide d'ailleurs. Ah bah pardon, c'est parti. Non, c'est pas parti. Ah bah alors. Il part ou il part pas? Voilà, il part. En caméra rapide. Alors ça, c'est de caméra rapide, c'est pour ça que vous le voyez tout doucement. Ça, c'est du carburant qui est mis en inflammation. C'est sur une bombe de 20 kilotonnes.
à une certaine distance. Et c'est parce que là, on teste aussi le temps d'inflammation et par rapport à comment arrivent les fumées, dans quelle distance elles prennent. Donc tout ça, c'est testé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des petites images. Et sur votre droite, voilà, de profil et de face, pareil. En fait, ça, c'est un bout de linoléum. Voilà. Il a été très vite, hein. Ça, c'est une bombe. Ça, c'est une bombe, pardon. Une bombe H. Donc, on est sur la mégatonne. Je vous remets juste. Vous voyez, parce qu'après, c'est de la caméra rapide pour qu'on ait le temps de voir un petit peu les flammes. Encore, elle n'est pas très, très rapide, celle-là, mais voilà. Parce qu'on va regarder aussi, effectivement, son pouvoir d'inflammabilité et le temps d'inflammabilité des différents matériaux. Comment? Des armes laser à haute énergie. Donc en fait, le four solaire, il peut, comme je vous l'ai dit, simuler aussi une arme laser. Donc avec une énergie moindre que le laser, mais avec un diamètre en fait de rayonnement, de rayon beaucoup plus important. C'est un faisceau collimaté, donc on reste dans le laser, même si effectivement les longueurs d'onde sont différentes. Mais ça nous permet quand même de tester ces choses-là. Donc en fait, là, c'est un projet d'arme laser à haute énergie, le ALHE, qui prolifère actuellement, si bien qu'il est devenu indispensable de se poser la question de la vulnérabilité des équipements typiquement ciblés par ces systèmes. Alors à savoir, c'est les aéronefs lents et en fait plus particulièrement les drones et quelques hélicos. La simulation des effets thermiques des armes laser haute énergie, effectivement, donc, comme je vous l'ai dit, elles peuvent être réalisées avec notre four solaire et sur des matériaux représentatifs de ces aéronefs lents, notamment les matériaux composites. Alors là, on va s'attacher à un système qui est particulier, c'est que un matériau peut être percé avant de voir le trou. En fait, mais j'ai vu à votre tête que c'était pas très clair. Euh, En fait, on parle de percement optique, c'est-à-dire que le matériau va pouvoir être à l'œil nu, on va voir qu'il n'est pas percé, mais il sera perméable aux ondes. Et s'il est perméable aux ondes, ça sous-entend que l'ennemi peut créer enfin, enfin, oui, va, comment je veux dire, impacter nos équipements à l'intérieur de l'aéronef par rapport aux ondes, hein. Donc ça, c'est important. Si on perd la navigation, si on perd, alors que ben, c'est embêtant. On est d'accord. Donc on arrive à faire des perçages optiques de matériaux, mais qui ne sont pas percés à l'œil nu. Est-ce que c'est un peu plus clair? Voilà. Et donc ça, c'est une nouvelle application, si on peut dire, hein, même si on y pense depuis très longtemps. Pour nous, c'est une application qui est relativement innovante. Et pour ça, donc là, on en vient aussi à nos industries de défense. On va travailler en collaboration avec l'Institut de Saint-Louis, qui est dans l'Est, qui, eux, font beaucoup de recherches sur des lasers haute et très haute énergie. Et donc, on va se recouper en fait nos résultats par rapport au four. Donc, nous, sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et parce qu'eux, ils ont quand même des cibles et des tirs laser qui sont beaucoup, beaucoup plus importants parce qu'on va atteindre les 1,5 kW par centimètre carré. Et ça, on pourrait le faire qu'en surconcentrant, mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Plus que quelques minutes, mais je termine. Juste voilà, pour en revenir à ce perçage optique, qui s'appelle chez nous Perceval pour évaluation du perçage optique, parce que nous avons quelqu'un qui est aussi très fan de Camelot, donc nous avons tout un programme Camelot, Perceval, etc. Mais ça marche bien. Et donc en fait, voilà, on met un laser devant, on fait un tir au four solaire à une certaine occurrence qu'on a besoin, et on regarde si le laser derrière, bah, le détecteur de laser le voit ou pas, en fait. Et si le détecteur de laser voit le laser, c'est qu'on a fait un percement optique sans même voir qu'on a percé. Et ben, de là, on peut en déduire quel type enfin, comment le matériau pourrait être amélioré ou comment on va pouvoir s'en protéger ou effectivement s'il faut s'en protéger. Un tout petit peu. Comment? Alors, on dit optique parce que c'est pas optique dans le visible. Alors, c'est souvent dans l'infrarouge. Ouais, mais ça, on dirait percement visible. Pour nous, si on voyait visible à l'œil nu, percement dans le visible, mais là, percement optique, effectivement. Mais je comprends le. Je-
Tout petit truc, on travaille donc depuis des années donc l'aérospatiale, comme je l'ai expliqué. On fait effectivement des essais sur les propulseurs, les matériaux de propulseurs, des contraintes qui sont aussi sur je vais y arriver, les matériaux de je ne vais pas y arriver. Les matériaux, des protections thermiques, voilà, pardon, de fusées notamment. Donc ça, c'est quelque chose où c'est une application qui est assez duale, hein, civil-mili, qu'on travaille depuis très longtemps sur ces essais-là, donc sur ces nouveaux matériaux. Donc on les passe au four. euh, on passe au four solaire euh, dans des conditions qui simulent effectivement une rentrée atmosphérique ou des départs aussi, hein, puisque ils s'en prennent aussi quelques watts. Et le dernier effet, c'est l'effet thermocinétique des corps de rentrée et l'hypervélocité. Et là, on parle effectivement d'essais qui sont menés en collaboration avec MBDA sur effectivement aussi tout ce qui est ondes et tout ce qui est perméabilité, donc des fenêtres en fait des systèmes. On avait travaillé sur Hermès dans les années 80, mais là on reparle de ça en fait sur notamment tout ce qui est fuselage et fenêtres de différents aéronefs qui pourraient devenir perméables à des signaux, oui, à des signaux, et du coup qui pourraient engendrer des problèmes de rentrée atmosphérique notamment, mais qui pourraient engendrer des problèmes, je vais y arriver, radio à l'intérieur des aéronefs. Et donc ça aussi, c'est le type d'essai qu'on peut faire et ça ressemble un peu à ça. Donc on va mettre l'essai au four et on va regarder s'il laisse passer les ondes ou s'il ne laisse pas passer les ondes en fonction de ce qu'on nous demande. Donc là, c'est des flux qui sont d'environ 150 watts par centimètre carré. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même important, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans d'autres façons de faire, en tout cas en France, dans ces façons-là, avec ce système. J'en ai fini pour ça. Vous pourrez retrouver un petit film sur YouTube. Parce que là, j'en ai un, mais je ne sais pas s'il va passer. S'il est tout petit. Celui-là, il ne dure pas longtemps, mais vous pouvez retrouver la version longue des 50 ans du four solaire de la DGA. Il était sur YouTube. initialement conçu C'est en pour libre, simuler l'effet je sais, il parle, mais thermique au cas où, d'un flash pas sûr que nucléaire vous en et trouverez. ainsi mettre au point des techniques de protection. Aujourd'hui, il permet de réaliser de hauts flux thermiques en focalisant jusqu'à 7000 fois les rayons du soleil sur une zone de seulement 10 cm de diamètre. Ce moyen d'essai unique en Europe, c'est le four solaire de la Direction générale de l'armement. Il est rattaché au centre d'expertise et d'essai de DGA Technique Aéronautique. Il fête cette année ses 50 ans. Là, je vais faire une démonstration avec une feuille de papier, vous allez La voir. feuille de papier, c'était pour le 3, cinéma. 2, 1, feu. Donc on fait la même chose sur de l'acier. On va faire un peu. Donc là, je vais enlever ce que j'ai mis en place et je vais vous montrer avec en brûlant une plaque, en la perçant avec le flux solaire. Donc là, c'est pas du perçage optique, hein, du perçage classique. On est à pleine ouverture, un plan d'acier, 4 mm. Donc voilà le résultat. Vous voyez en quelques secondes ce qu'on peut faire. Percer une plaque d'acier, c'est assez spectaculaire. 384 miroirs sphériques concentrent le flux dans une zone focale qui est l'endroit où est placé l'élément que l'on souhaite tester. Ces éprouvettes sont soumises à un flux solaire supérieur à 550 watts par centimètre carré, soit l'équivalent d'une température de plus de 3000 degrés. Son fonctionnement global ressemble à celui d'un appareil photo. Ici, vous avez un grand panneau rempli au miroir. C'est un héliostat qui suit le soleil, asservi par une caméra. Tous ces rayons sont ensuite réceptionnés par un concentrateur qui se trouve à l'intérieur. Et tous les rayons donc, sont concentrés après sur un foyer de 170 mm. Son collecteur d'énergie est un grand miroir plan appelé héliostat. Il mesure 230 mètres carrés. C'est le plus grand au monde. Il suit la trajectoire du soleil tout au long de la journée et réfléchit ses rayons en direction d'un atténuateur composé de 20 volets verticaux. Vous l'avez vu bouger là. Outil stratégique essentiel pour la défense et l'aérospatiale depuis 50 ans, ce centre d'essai exceptionnel en Europe, avec son mécanisme simple et sa source d'énergie infinie et gratuite, était en avance sur son temps et reste promis à un bel avenir. Je l'espère.
Voilà pour moi. Y a-t-il quelques questions pour approfondir, pour préciser, pour élargir? Là, je pense qu'on a tous... Est-ce que ça se peut se miniaturiser? Ça peut se miniaturiser. Le problème du satellite, c'est vraiment il faut suivre. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'y a pas pensé. On y a pensé. Enfin, la France y pense, d'autres pays y pensent aussi. Ça pourrait se faire. Après, technologiquement, ça reste très compliqué, mais ça pourrait. Oui. Oui, ça pourrait aussi faire peur dans ce sens-là, parce qu'on pourrait facilement éblouir déjà les satellites, voire les rendre HS. Mais ça, on peut y penser. Ouais. On ne le saura pas. Bien. Je vous laisse sans voix. Ouais, Une question, une question. Oui. Alors quand, je vous répète, donc quand effectivement on fait le trou dans l'acier, alors si on va très vite, effectivement il y a de la vaporisation et on n'a même pas. En fait, quand on fait des démonstrations, généralement on ouvre tout doucement le four pour avoir cette coulée. Mais sinon, oui, effectivement, c'est vaporisé. Il y a fait quelques scories un peu par terre, mais effectivement, on arrive à la vaporiser la matière. Tout à fait. Oui, à tout type de matériaux, hein, pas que composite. On fait aussi des peintures aussi. On veut aussi voir, par exemple, les signatures thermiques. Un système en mission, il se prend une bombe, nucléaire ou pas nucléaire, on n'en est pas forcément là. Un flash thermique, un changement de couleur de peinture ou pas d'ailleurs. Est-ce que finalement, sa signature thermique, elle va pas changer? Est-ce que la nuit, il va là où il était, où on le voyait pas, est-ce que bah, finalement, on va le voir maintenant? Tout ça, en fait, c'est vraiment très, très, très varié. C'est vraiment tout type. On fait aussi des essais sur chimiques ou bactériologiques, en sachant, ben, on fait exploser une valise dans une gare. Si dedans il y a un matériau biologique ou chimique, est-ce que c'est pas pire que mieux? Est-ce que le matériau chimique va pas être recomposé dans dans un autre élément qui sera peut-être plus dangereux que celui initial ou qu'il n'était peut-être pas au départ d'ailleurs. C'est très très varié. Vraiment tout type de matériaux. Pour rebondir sur la première question, ma question relève plus de la science-fiction, j'ai l'impression, mais est-ce qu'on pourrait créer une arme qui détournerait les rayons du soleil pour viser la Terre? Ou inversement, Ouais. de la Terre vers une cible sur Terre? Alors, on pourrait. Alors en fait, ce que cherchent à faire certains pays, c'est notamment de créer des lasers qui pourraient faire ça, qui pourraient du sol pouvoir avoir des impacts à plusieurs kilomètres. Donc pourrait se faire en laser. Détourner les rayons du soleil, ça reste quand même très très compliqué. Déjà, il y a un côté très atmosphérique et très climatique qui fait qu'il faudrait quand même effectivement que tout se passe comme on veut au moment qu'on veut. C'est pas si facile en fait de diagnostiquer, enfin de diagnostiquer, d'éduquer le soleil, notamment à faire ce qu'on veut. Donc je pense qu'on est, oui, pour le coup là, on est quand même encore beaucoup dans la science-fiction. Mais des pays s'interrogent tout bêtement. J'ai eu il y a quelques années une question, c'était est-ce qu'on pourrait faire, c'était l'Inde, qui cherchait à faire, l'histoire a vu fait que c'est assez bizarre comment je vais vous en parler, mais eux ils cherchaient à faire des crématoriums, en fait des fours pour le coup, pour essayer de, bah, ils ont beaucoup de gens, donc beaucoup de morts, et ils voulaient voir si on pouvait pas faire des crématoriums solaires en fait pour essayer que ça soit plus efficace. On a étudié la question, on s'est posé la question avec eux. Moi, clairement, comme ça, je disais non parce qu'il faut quand même concentrer, il faut quand même avoir quelque chose de très concentré. On sait aussi que l'Inde, il y a une grosse période où il n'y a pas de soleil, donc de toute façon, on va se retrouver quand même, ça va être compliqué. Effectivement, le soleil va permettre. Je rigole souvent parce que avec ça, alors vous avez trouvé ça très morbide, mais vu qu'on est dans le thème,
On dit toujours que les seules choses qu'on peut retrouver d'un cadavre après une crémation, c'est les dents et les cheveux, à savoir que les dents, on peut les faire disparaître au four solaire, puisqu'on va atteindre des chaleurs. Mais donc, effectivement, on arriverait à faire des choses, mais c'est trop. Il faut vraiment être vraiment. Ça marche que si on fait du concentré. Et le concentré, ça restera sur une petite tâche et ça restera bien délimité, bien. Donc, oui, il y a beaucoup de choses, c'est encore de la science-fiction, je pense. Et puis, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Ben, merci Nathanaël. Oui, ça c'est sûr. Bon, quelques petits mots de conclusion. Bon, on a vu que la France de 2023, hein, l'héritière tout un patrimoine matériel, immatériel, de savoir-faire, de technologie, puis de toute une histoire de choix politiques qui font d'elle aujourd'hui un acteur incontournable dans ces domaines-là. Alors finalement, on a peu questionné, on n'a peut-être pas eu le temps d'ailleurs, mais on a peu questionné les enjeux géopolitiques de ce rôle que détient la France, à qui on vend ces technologies, à qui on les transfère, jusqu'à quel point. On sait que ça fait débat dans la société civile, évidemment. Donc bon, voilà, on est en droit, évidemment, de demander des comptes sur ces aspects-là, et finalement, on ne l'a pas beaucoup abordé. Il faudra refaire, voilà. Voilà, donc c'est un point de départ aussi, ça se veut aussi un point de départ, ce colloque pour les enseignants, pour imaginer des transpositions pédagogiques possibles. Moi, j'ai commencé à faire une petite liste là, et je solliciterai évidemment les membres du Cercle Défense pour ceci, bien sûr, pour vous proposer d'ici la fin de l'année quelques séances autour de toutes ces thématiques. Il y a plein de choses à dire du XVIIe siècle à nos jours, que ce soit en histoire, en géographie, en HGGSP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, en sciences éco. Je pense qu'il y a des choses aussi à faire. Voilà, donc merci à tous les experts qui ont accepté de participer à cette journée, puis à tous les auditeurs qui sont restés là jusqu'à maintenant. Bonne journée, bonne fin de journée. Moi aussi, je voulais remercier au nom de Madame la rectrice tous les intervenants qui ont accepté de venir à cette journée pour leurs propos très clairs, précis, pédagogiques, voilà, qui, je pense, seront très utiles dans les classes. Nous avons pu enregistrer, grâce à Monsieur Roura, le contenu de toutes ces interventions, qui seront donc en accès dans quelques jours, quelques semaines, peut-être sur le site académique, et donc qui pourront être largement diffusés auprès des enseignants et utilisés dans les classes. Donc, un grand merci à tous les intervenants, un grand merci à tous les participants. Voilà, j'espère que nous avons pu développer le lien nation-armée, j'ai bien retenu, le lien nation-armée, et contribuer donc au renforcement de l'esprit de défense, qui est quand même le but du trinôme ici. Voilà, merci beaucoup et bon retour chez vous.